Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc la séance de ce conseil municipal est ouverte. Je vous souhaite donc la bienvenue et pour commencer, il nous faut désigner donc un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner ce soir Monsieur Michon. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Pour. Merci. Monsieur Michon, veuillez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur Philippe Cochet, absent. Monsieur Comtolet, Madame Isabelle Ménan, Monsieur Robert Thévenot, Monsieur Damien Couturier, Monsieur Frédéric Joubert, Madame Viviane Webank, Monsieur Patrick Chiapara, présent. Madame Hamzaouia Hamzaoui, je la représente. Pouvoir. Monsieur Laurent Michon, présent. Merci. Madame Sonia Friol, Présente. Madame Evelyne Goyer, Monsieur Mamadou Diallo, Madame Chantal Crespi, Madame Laure Delpino, Madame Fabienne Guglielmi, Monsieur Abdelaziz Taki, Procuration. Madame Christelle Linares, Monsieur Fabrice Balanche, Madame Isabelle Coton, Madame Patricia Chandia, Monsieur Cédric Guérin, Monsieur Franck Protery, Monsieur Nicolas Jouenet, Monsieur Fabien Manini, Procuration. Monsieur Geoffroy Krief, Madame Laure Corrent, Monsieur Bastien Join, Madame Marie-Jo Le Carpentier, Monsieur Xavier Gillard, Monsieur Florian Fèvre, Monsieur Laurent Artar-Bayrou, Monsieur Fabrice Matteucci, Monsieur François Degas, Madame Cassandre Vernet, Monsieur Jérôme Trottignon, Madame Sophie Géin, dans les bouchons, je n'ai pas la case. Monsieur Philippe Compagnon de la Servette, Monsieur Raphaël Buatier, Madame Charlotte Patet, Monsieur Pierre Mégevant, Monsieur Nathan Guedge, Monsieur Tristan Duvareil. Je vous remercie. Merci bien. Compte rendu des décisions prises par le maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée par délibération du conseil municipal du 23 mai 2020. Comme lors de chaque séance, nous commençons par ce compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du maire qui a été donnée par le conseil municipal. La délégation prévoit que les décisions prises sont rapportées au conseil et c'est ainsi que je vous communique cette information. Il n'y a pas de demande d'intervention. Nous passons au dossier suivant. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal du 10 mars et du 10 avril 2025. Nous poursuivons avec l'adoption de ces deux procès-verbaux. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc d'abord le rapport, l'adoption du procès-verbal du 10 mars. Qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Et concernant le procès-verbal du 10 avril, qui est pour? Contre? Abstention, je vous remercie pour cette unanimité. Information sur les contentieux, comme lors de chaque séance, le conseil municipal reçoit la communication des décisions juridictionnelles notifiées à la ville. Il n'y a pas de demande d'intervention, c'est une information qui n'entraîne pas de vote. Information du conseil municipal, rapport du concessionnaire de services publics pour la gestion et l'exploitation de l'équipement culturel, le Radian, saison 2023-2024. Je vous donne la parole, Monsieur Joubert. Merci, Monsieur Tollet. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, par délibération du 3 avril 2023, après une procédure de mise en concurrence, le conseil municipal a confié la concession de services publics pour la gestion et l'exploitation de l'équipement culturel Le Radian à la société Bellevue pour 10 ans, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2033. Chaque année, le concessionnaire remet à la collectivité un rapport qui retrace les opérations afférentes à la délégation du service public et une analyse de la qualité de service. Le rapport du délégataire a été examiné par la commission consultative des services publics locaux le 2 juin 2025 dernier. Le compte-rendu de la commission et la synthèse du rapport du délégataire vous ont été adressés. La saison 2023-2024 correspond à la première année d'exécution du contrat. Quelques chiffres caractérisent cette saison 2023-2024 par 177 levées de rideaux, 158 535 spectateurs,
contre 153 708 à la saison précédente, ce qui est un record. 4 508 abonnés, dont 843 caluires rares et 345 abonnements famille. 3 520 scolaires répartis sur 7 spectacles, 207 jours d'occupation contre 190 à la saison précédente. Cette première saison de la concession 2023-2033 a été marquée par un record en termes de spectateurs. Au global, le résultat au 30 juin 2024 est excédentaire de 74 897 € et vient conforter les fonds propres les plus élevés des 7 dernières années. Conformément aux dispositions du contrat de concession de service public, 30% de ce résultat net excédentaire sera reversé à la ville de Caluire-et-Cuire. Alors, on tient surtout à remercier l'équipe Victor Bosch et M. Palmer et toute leur équipe pour ces excellents résultats et ces records à chaque fois repousser un peu plus loin. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Je vous remercie. En effet, on ne peut que se réjouir des résultats de cette délégation de service public. Et il n'y a qu'à voir sur la présentation de la dernière saison, le monde qu'il y avait pour cette belle saison qui s'annonce pour l'année prochaine. Il n'y a pas de demande d'intervention. Nous passons donc... Ce n'est pas marqué, mais allez-y si vous voulez. Merci, Monsieur Tollet. Merci, Monsieur Joubert, de cette présentation. Comme vous l'avez dit, c'est encore une belle saison. En fait, avec beaucoup de levées de rideau et une variété en fait dans la proposition. Et je crois qu'on peut s'en féliciter. Moi, j'avais juste une question concernant en fait dans le rapport l'usage du club Bellevue et notamment en fait sur l'usage qui est le nôtre, puisque il y a 10 gratuités et en fait on n'en a pas consommé durant cette année scolaire, enfin 2023-2024. Et donc, ma question, c'est, on ne va pas revenir sur le passé, mais ça peut être intéressant si on ne s'en sert pas, puisque c'est des gratuités qui sont prévues pour la ville, on peut éventuellement les mettre à disposition dans certaines associations de Caluire qui sollicitent des espaces, alors au-delà de la salle des fêtes et ce qu'on fait déjà. Voilà, et donc c'est juste un constat qu'on avait dit gratuité et qu'on ne les a pas utilisées, et c'est quand même dommage parce que c'est quand même une salle de qualité, certes pas une grande salle, mais quand même une salle de qualité. Et voilà, c'était un constat. Alors peut-être qu'il y a une explication à ça, mais en tous les cas, il me semble qu'il faut que nous soyons attentifs à pouvoir user de ces gratuités durant la période. Merci. Vous voulez répondre ? En fait, donc il y a eu l'explication pendant la commission qu'on a examiné ce bilan de cette saison-là. En effet, cette salle Bellevue est moins utilisée, bien moins utilisée. En fait, elle peut être de moins en moins utilisée compte tenu du nombre d'ouvertures et du nombre de levées de rideaux que pratique actuellement le Radiant. Donc, j'entends complètement votre remarque. Il me semble que ça, Madame Le Carpentier, il me semble qu'on a un petit peu abordé ce sujet, pas à fond, pas vraiment sur la gratuité, de cette petite salle. Bon, il faut qu'on regarde et qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on demande à ce que on utilise plus les gratuités dans le cadre de la délégation de service public. Je vous remercie. Monsieur Chapara, rapport du concessionnaire de service public pour la mise en fourrière et la destruction des véhicules, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Comtollet. La mise en fourrière et la destruction de véhicules sur la commune de Caluire-et-Cuire ont été confiées à la société Warning Assistance via un contrat de délégation de service public. Le concessionnaire doit produire chaque année un rapport qui permet d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport qui est communiqué aujourd'hui au conseil municipal concerne la 5e année d'exécution du contrat, de février 2024 à février 2025. Il a été examiné par la commission consultative des services publics locaux du 2 juin dernier, dont le compte-rendu vous a également été transmis. Il est rappelé que le concessionnaire n'a pas de latitude sur les tarifs qui sont réglementés. Il est à noter que les tarifs ont baissé du fait de la suppression de l'expertise de véhicules. Quelques chiffres caractérisent ce rapport.
Le concessionnaire a réalisé 332 enlèvements contre 339 l'année précédente. Le chiffre d'affaires réalisé avec la ville a diminué de 7%. Par rapport à la 4e année, la part du chiffre d'affaires réalisé à Caluire-et-Cuire par rapport au chiffre d'affaires global du concessionnaire a également baissé. Elle s'élève à 6% contre 8% l'année précédente. Entre la première et la 5e année d'exécution, le chiffre d'affaires global du concessionnaire a quant à lui augmenté de 76%. Je souhaite, pour conclure, souligner la grande satisfaction des services de la ville concernant la prestation assurée par cette société. Merci, Monsieur Chaparra. En effet, c'est un service très utile pour la Tout à fait. collectivité. Il n'y a pas de demande d'intervention. Nous passons au rapport suivant. Information du Conseil municipal, rapport annuel d'activité du Centre communal d'action sociale pour l'année 2024. Monsieur Michon, je vous laisse la parole. Oui, merci, Monsieur Tollet. Comme l'année dernière, nous souhaitions vous présenter en effet le bilan de l'activité du Centre communal d'action sociale sur l'année 2024. Si vous l'avez à l'écran, parfait, je vous remercie. Voilà, donc l'idée c'est de vous donner quelques chiffres pour que vous ayez un peu notion de l'activité du Centre communal d'action sociale. Donc on note sur l'année 2024 4830 passages donc physiques d'usagers au sein de l'accueil du CCAS, dont 8526 appels téléphoniques, donc en légère baisse par rapport à l'année 2023. Un point également sur les permanences numériques, puisqu'on a eu au sein du CCAS 138 rendez-vous qui ont été fixés pour de l'accompagnement numérique. On peut là aussi observer une petite baisse, mais liée à d'autres points qui sont aussi présents sur le territoire, notamment à l'hôtel de ville, au rez-de-chaussée, au niveau du service d'accueil, et puis également sur des associations, puisque le Secours populaire notamment, les centres sociaux proposent aussi des accompagnements numériques, donc choses qui sont en plus de ce que propose le CCAS. Concernant la domiciliation des personnes, un peu plus de 200 personnes ont bénéficié d'une élection de domicile, donc d'une adresse postale au CCAS sur l'année 2024. Là aussi, on est sur un chiffre en baisse par rapport à 2023, mais voilà, un nombre qui reste constant depuis le début de l'année. Sur les aides facultatives, qui est quand même l'activité aussi principale du CCAS, donc les aides facultatives sont les aides financières qui sont accordées pour aider au paiement d'une facture de loyer, d'une facture d'électricité ou autres aides financières, qui sont des aides ponctuelles. C'est un peu plus de 447 foyers qui ont bénéficié d'une aide facultative, dont un tiers de nouveaux foyers, pour un montant d'un peu plus de 90 000 € sur l'année 2024. Voilà, sur le CCAS, je vous le rappelle, on a 4 travailleurs sociaux qui interviennent, donc 2 sur la mission suivi RSA et logement, et 2 auprès du public personnes âgées. Sur le suivi social des bénéficiaires du RSA, donc nous avons une convention avec la métropole de Lyon pour 80 bénéficiaires, 80 dossiers suivis bénéficiaires du RSA, donc en file active. Et sur l'année 2024, nous avons suivi 105 personnes. Donc on est sur une hausse, là par contre, par rapport à l'année 2023, une hausse de personnes suivies au sein du CCAS sur l'accompagnement RSA. Sur le logement social, 37 foyers ont accédé à un logement grâce à l'action du CCAS. Là aussi, le CCAS est présent pour le montage des dossiers et l'accompagnement. Et puis, sur le public personnes âgées, c'est 467 personnes qui ont été accompagnées sur l'année 2024, dont 202 nouvelles personnes, principalement pour de l'aide aux démarches administratives. On rappelle aussi que le CCAS s'appuie sur un réseau de bénévoles d'une quinzaine de personnes et le CCAS mène aussi des actions dans le cadre de la Semaine Bleue en octobre pour les personnes âgées, et puis également le dispositif d'activité physique adaptée Cap Senior qui est proposé aux personnes retraitées donc tout au long de l'année.
Autre élément important, et l'été arrive, là, donc ce dispositif va se mettre en place, c'est le dispositif Solidarité été, qui permet de maintenir une veille sociale et un soutien à domicile pour les personnes principalement seules ou en tout cas isolées ou âgées qui sont chez elles ou porteuses de handicap. Sur l'année 2024, c'est 65 personnes qui ont pu être aidées durant l'été. Et là aussi, 23 nouveaux inscrits sur l'année 2024. Donc ce dispositif est reconduit cette année également sur l'été 2025. Une obligation du CCAS, c'est la tenue du registre des personnes vulnérables, donc tenue d'un registre de personnes qui peuvent être appelées en période de canicule. Donc là, voilà, on y est, hein, et on est à 112 foyers qui étaient inscrits, dont 11 nouvelles personnes sur l'année 2024. Et vous voyez que la moyenne d'âge, on est sur 87% de plus de 75 ans, dont 35% ont plus de 90 ans. Ce sont principalement des personnes isolées qui n'ont pas de contact avec famille ou même voisinage et qui, du coup, sont inscrites sur son registre et sont appelées par les bénévoles du CCAS ou les professionnels qui travaillent au CCAS, qui sont appelés quotidiennement en période de canicule pour prendre des nouvelles et apporter des aides si nécessaire. Un petit focus également sur la résidence autonomie Marilian qui accueille 79 seniors. L'âge moyen est de 82 ans. La résidence autonomie est pleine, est remplie. On a quelques dossiers même, bien sûr, en attente, mais on a un taux d'occupation qui est à 100%. Et depuis quelques années, nous avons mis en place le logement intergénérationnel sur cette résidence, puisqu'il y a un logement au rez-de-chaussée en colocation avec 2 étudiants, avec l'association Ensemble 2 Générations, et puis un logement au premier étage qui est également attribué à un étudiant et qui est géré par l'association Le Paris Solidaire. Voilà en quelques chiffres et quelques lignes l'activité globalement du CCAS et son importance, comme vous avez pu le voir, par rapport au nombre de personnes qui sont suivies et accompagnées. Donc, une activité qui reste bien soutenue. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michon, pour tout ce travail, en effet, d'accompagnement des personnes âgées et des personnes en difficulté. Alors, je crois qu'il y a Monsieur Attarbérou qui veut intervenir. Non. Cette présentation n'entraîne pas de vote, donc on va passer à la suivante information. Information sur une autorisation environnementale pour l'aménagement d'une plateforme logistique à Rieux. Pour la dernière information délivrée ce soir au conseil municipal, il s'agit d'un arrêté préfectoral accordant une autorisation environnementale à la SCI Georgette, dont le siège est situé à Toulon. L'autorisation est relative à une plateforme logistique de plus de 13 000 m² au 105 avenue du 8 mai 45 à Rieux-la-Pape. Cette parcelle était précédemment occupée par la société Veolia. Le dossier de demande d'autorisation a été déposé en avril 2024. Il a été complété en novembre 2024. Une enquête publique s'est tenue début 2025 et le conseil municipal de Rieux a émis un avis favorable en février 2025. La plateforme comprendra 3 cellules de stockage, des voies de circulation, des bureaux et des aménagements paysagers. L'autorisation environnementale est accordée sous réserve de la bonne application des engagements prévus dans le dossier et de la mise en œuvre des prescriptions particulières complémentaires de préservation de la faune et de la flore définies dans l'arrêté préfectoral. En outre, il est demandé une étude de conformité des panneaux photovoltaïques selon les préconisations du SDIS. Il n'y a pas de demande d'intervention. Nous pouvons donc passer au rapport suivant. Rapport 2025-50, déploiement des stations Velov sur la CTM. Je donne la parole à Monsieur Michon. Oui, merci Monsieur Tollet. Donc c'est une délibération conjointe avec les communes de Sathonay-Camp, Caluire-et-Cuire et Rieux-la-Pape pour la demande de déploiement de stations Velov sur le plateau nord. Considérant les compétences de la métropole de Lyon en matière de mobilité et de transport, considérant la nécessité de promouvoir une mobilité douce, accessible, durable et respectueuse de l'environnement, considérant le rôle structurant du service Velov dans l'offre de mobilité de la métropole de Lyon,
considérant que l'extension du réseau Vélove est un levier important pour favoriser le report modal et limiter l'usage de la voiture individuelle, les communes du Platonneur, Sathonay-Camp, Caluire-et-Cuire et Rieux-la-Pape, par cette délibération conjointe, affirment leur volonté politique commune d'obtenir le déploiement de nouvelles stations Vélove sur leurs territoires respectifs et prioritairement sur les 3 sites suivants. À la gare de Sathonay-Rieux, qui deviendrait ainsi un véritable pôle multimodal combinant transport en commun et vélo, à l'hôtel de ville de Caluire-et-Cuire, desservant ainsi également le Radiant Bellevue, la Maison de la Métropole, le Centre communal d'action sociale et la médiathèque Bernard Pivot, et à l'hôtel de ville de Rieux-la-Pape, desservant ainsi le pôle administratif des services de la ville, particulièrement utile aux habitants de l'ensemble du Platonneur, tout particulièrement les services d'état civil. Par ailleurs, afin de répondre pleinement aux besoins et aux attentes des habitants du Platonneur et avoir ainsi un maillage efficace du territoire, ces sites restent à équiper. À Rieux-la-Pape, l'échappée, desservant ainsi le cœur de la ville de Ville-Nouvelle ainsi que la nouvelle médiathèque L'échappée, le quartier Vancia et la nouvelle entrée de ville Ostérode qui nécessite des liens de mobilité renforcés avec le centre-ville. À Sathonay-Camp, le centre-ville et à Caluire-et-Cuire, le centre-bourg, la place du Vernet, la place Gutenberg, le square Bresset, le square Élie-Vignal, le quai Clémenceau vers le pont Paul Bocuse et en bas de la montée Castellane, la place Foch, le chemin Petit, l'angle du chemin de Vassieux, chemin de Bel-Air, la route de Strasbourg, la rue Pasteur, la montée des Forts, le square Lassagne, le gymnase André Cuzin, la piscine Isabelle Jouffroy, le gymnase Charles Sénard et le gymnase Lachaise. Il est demandé au conseil municipal d'affirmer son soutien à une extension ambitieuse du réseau Vélove sur le Platonneur, de demander à la métropole de Lyon de prioriser le déploiement de nouvelles stations Vélove sur son territoire, en lien avec les 2 autres communes signataires, et d'autoriser le maire ou son remplaçant à transmettre la présente délibération au président de la métropole de Lyon, ainsi qu'aux communes partenaires. Je vous remercie, Monsieur Michon. Le texte des 2 amendements que vous proposez est sur la table de chaque conseiller. Il porte les numéros 1 et 2. Oui, en effet, vous avez une proposition d'amendement de M. Michon, comme c'est indiqué, numéro 1 et 2, qui correspondent en fait à des modifications qui nous ont été transmises par la ville de Rieux-la-Pape, alors que le document vous avait déjà été envoyé. Donc, je me permets de vous lire ces 2 amendements. Amendement numéro 1, dans le 3e paragraphe relatif au site prioritaire, il faut remplacer donc à l'hôtel de ville de Rieux-la-Pape, desservant ainsi le pôle administratif des services de la ville, particulièrement utile aux habitants de l'ensemble du Platonneur, tout particulièrement les services d'état civil, par dans le centre-ville de Rieux-la-Pape, à proximité de l'échappée et des arrêts de transport en commun, desservant ainsi le cœur de la ville de Ville-Nouvelle. Le 2e amendement, dans le 4e paragraphe relatif au site restant à équiper, remplacer à Rieux-la-Pape l'échappée, desservant ainsi le cœur de la ville de Ville-Nouvelle, ainsi que la nouvelle médiathèque l'échappée, le quartier Vancia, la nouvelle entrée de ville Ostérode qui nécessite des liens de mobilité renforcés avec le centre-ville, par à Rieux-la-Pape, le quartier Vancia et la nouvelle entrée de ville Ostérode qui nécessitent des liens de mobilité renforcés avec le centre-ville. Merci, Monsieur Michon. Donc, je vais donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Je précise que Monsieur Gilliard a également déposé 2 amendements dont le texte est pareillement sur vos tables. Il porte les numéros 3 et 4. Donc, Monsieur Gilliard les soutiendra au cours de son intervention, qui sera suivi par Monsieur Attaberou, Monsieur Matteucci et Monsieur Mejvan. Monsieur Gilliard, vous avez la parole. Je vous remercie. Pour une fois, nous sommes d'accord sur le rôle des stations Vélove pour développer la part modale du vélo et réduire la part de l'automobile. Le nouveau Vélove électrique vert a trouvé son public, en particulier des jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo électrique et qui souhaitent ne pas avoir de problème de stationnement. Avec 5 stations Vélove, soit 96 emplacements, Caluire n'a pour l'instant pas été oublié dans le déploiement des stations Vélove, malgré sa position sur une colline. Elle est même la 5e ville la mieux dotée de la métropole, en borne vélone. Parmi les villes de 20 000 à 100 000 habitants, elle est classée 3e ville en nombre d'habitants pour un Vélove. À Caluire, on a 453 habitants pour un Vélove, après Oulin, Pierre-Bénite et Vénissieux.
Cette délibération demande à la métropole d'installer sur notre commune environ 20 stations supplémentaires, ce qui mettrait Caluire à égalité avec Villeurbanne en nombre d'habitants par Vélove. Le contrat avec Deco ne permet pas d'appliquer les ambitions de Caluire sur tout le territoire, à moins que la métropole finance directement. Or, les élus de la métropositive contestent régulièrement les budgets consacrés au développement du vélo. Il y a aussi la possibilité pour que les communes prennent à leur charge l'investissement dans les stations Vélove. Après un début de mandat niant la pertinence de voir plus de cyclistes en ville, nous constatons que vous souhaitez maintenant développer la pratique du vélo. Pour nous, le meilleur moyen de développer le vélo est de sécuriser les déplacements. Nous constatons que Caluire manque encore fortement d'aménagements cyclables, condition de la sécurité. Avec ses 21 km d'aménagements cyclables, soit 50 cm par habitant, chiffre de juin de l'Open Data de la métropole, Caluire est à 55 places sur 58 des communes des villes de la métropole. Les votes des représentants du plateau nord de la métropositive à la métropole n'ont pas montré une volonté farouche de défendre l'extension du réseau cyclable. Plus que la multiplication des stations Vélove pour atteindre plus de 15% de part modale du vélo sur Caluire, nous faisons de la sécurité des cyclistes et des piétons une priorité. Les comptages des associations de cyclistes montrent que le nombre de cyclistes, en particulier des familles, progresse bien plus lorsque la voirie est sécurisée. Par exemple, sur la montée de la Boucle, la voie verte, le chemin de Crépieux. Les voies de circulation autour des stations Vélove que vous souhaitez ajouter ne sont pas toujours sécurisées. L'axe François Pessel-Le-Bourg n'est pas sécurisé. Sur la rue Jean Moulin, la traversée en vélo nord-sud de l'église au carrefour de la rue Pierre-Terrasse n'est pas aménagée. Les accès de la place Gutenberg à la place du Vernet, le square Élie Vignal sont à 50 km/h, sans sécurisation des cyclistes. De même pour l'avenue du Général de Gaulle et les rues Pasteur et Marlione. Le rond-point de la place Foch n'est pas sécurisé pour les cyclistes. Au square Brossé, la montée des cyclistes vers la place Foch n'est pas prévue. La montée Castellane a été oubliée dans les plans vélo et le quai Clémenceau est à 50 km/h sans piste cyclable. Il n'y a pas encore de piste cyclable sur le chemin de Petit, du chemin de Crépieux au rond-point du chemin Petit. La route de Strasbourg est en cours d'aménagement pour les bus et les vélos, mais les véhicules stationnent devant la piste cyclable. Des dépôts sauvages se font sur la piste cyclable avec un accident grave la semaine dernière. Avez-vous eu des nouvelles du cycliste accidenté? Où en est l'enquête pour rechercher les responsables? Que prévoit la ville pour empêcher les stationnements de véhicules devant la piste cyclable et sur les trottoirs? Nous proposerons un amendement numéro 1 pour Rieux afin d'améliorer la qualité de service des Véloves. Nous proposerons un amendement numéro 2, c'est 3 et 4. Et nous proposerons un amendement numéro 4 pour la mise en place des stations Vélove sans augmenter les risques pour la sécurité des cyclistes. Et nous voterons pour la délibération si nos amendements étaient votés. Donc l'amendement numéro 3. Donc l'objectif de l'amendement, c'est d'augmenter l'ambition pour la ville de Rieux. Dans le 4e paragraphe, après renforcer avec le centre-ville. Alors c'était sur le nouveau texte, renforcer avec les amendements, là je ne sais plus où c'est. Donc nous ajoutons les Brosses, quartier excentré, entrée de ville avec la route de Genève, la zone Périca, les Mercières, hameau excentré de ville, la Roue, quartier excentré, peu desservi par les transports en commun, le centre Europe, cœur de ville de la ville, entre Rivaux-Bellevue et Alagné-Mont-Blanc. L'amendement numéro 4, donc c'est pour mettre en place des stations Vélove au fur et à mesure du développement d'un réseau cyclable sécurisé. À la fin du 4e paragraphe, nous proposons d'insérer de façon à ne pas mettre en danger les cyclistes, jeunes et moins jeunes, roulant avec des Véloves sur des parcours non sécurisés. Les villes du plateau nord solliciteront la métropole pour installer les stations Vélove au fur et à mesure de la sécurisation des voies pour les cyclistes. Donc, passage à une ville 30 km/h, piste cyclable, bande cyclable, contresens cyclable. La liste finale des stations Vélove à prévoir sera définie par les parties prenantes, les usagers vélos, les comités de quartier, les communes et la métropole de Lyon. Derrière le dernier paragraphe, donc après le paragraphe de demander à la métropole de Lyon de prioriser le déploiement des nouvelles stations Vélove sur son territoire, en lien avec les deux autres communes signataires, nous demandons d'ajouter au fur et à mesure du développement du réseau cyclable sécurisé. Voilà.
Merci, Monsieur Gilliard. Monsieur Attabiro. Oui, monsieur le premier adjoint, donc mes chers collègues, donc tout d'abord, donc à l'énoncé donc des propos donc de monsieur Gillard, donc j'ai entendu et j'espère que j'ai mal entendu que la voie verte était devenue donc une piste cyclable sécurisée. Est-ce que c'est pour les vélos ou c'est pour les piétons? Je voudrais peut-être donc qu'on m'apporte donc quelques lumières. Et en même temps, donc, vous nous excuserez que le groupe centriste n'a pas proposé donc d'amendement. Le seul amendement qu'on aurait pu proposer, c'est donc l'accès donc et l'arrivée donc de la ligne B de métro ou donc de la ligne C pour désengorger donc la circulation et permettre aux Caluira donc de pouvoir donc circuler sur tout l'espace métropolitain. Depuis donc 2005, un véritable donc succès du dispositif Vélov que nous connaissons tous, qui a profondément changé notre rapport donc, à la mobilité urbaine. Je tiens à rappeler que ce dispositif a été mis en place à la fois donc, sur le plan administratif et politique grâce à la volonté d'un élu visionnaire avant l'heure. Notre collègue Gilles Wetzko, qui était donc centriste, qui fut pendant donc, des années donc, membre donc, de ce conseil municipal donc, dans notre ville, et qui, durant son mandat métropolitain, donc, a été chargé par le président donc, de l'époque, Gérard Collomb, de piloter cette transformation. Ils ont su ensemble travailler donc, à l'intérêt général, sans dogmatisme, avec une vision claire, faire donc, cohabiter donc, tous les modes de transport dits doux, dans une logique d'accessibilité, d'efficacité, de sobriété donc, pour la collectivité. Aujourd'hui, bien que cela donc, arrive donc, avec retard, nous nous réjouissons donc, de voir donc, que la commune de Caluire pourra enfin bénéficier donc, de ce dispositif en redéploiement. C'est une avancée donc, positive que nous soutiendrons pleinement. Nous serons donc favorables donc, à cette extension donc, du service, donc, convaincus qu'elle continuera donc, à améliorer la mobilité donc, de tous, tout en s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement et des cadres de vie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Matteucci. Merci. Je serai plus bref que mon collègue. Puis peut-être le rassurer, la voie verte, c'est une zone mixte, vélo-piéton. En tous les cas, c'est un beau projet de demander l'extension des Vélov sur notre plateau nord. Et moi, je souscris à ces démarches, que je l'ai pu l'exprimer à plusieurs reprises. Il me semble que derrière notre intention, ce sur quoi il faut qu'on soit les plus combatifs, c'est sur les stations, sur les lieux de circulation structurants. Donc c'est vrai que ça a été énoncé, donc à la fois la gare de Satenay, l'hôtel de ville Radiant pour nous Caluire, et puis le pôle de centralité sur Rieux. Je pense que c'est des axes importants et qui participent activement à l'attractivité de la ville. Alors, il est vrai que dans la mesure du possible, si on peut avoir l'extension des stations sur des lieux plus éloignés, je pense qu'on a tout intérêt à le demander. Mais il me semble que là où nous devons insister, c'est vraiment sur ces stations structurantes dans notre ville qui viendraient compléter celles déjà existantes et qui permettraient d'avoir une mobilité qui puisse à la fois répondre à une demande de nos concitoyens et puis permettre la circulation sur l'ensemble du plateau nord avec des moyens de mobilité douce, électrique, en l'occurrence, puisque maintenant, il est d'usage en fait, d'utiliser plus souvent les Vélov verts que les Vélov rouges, surtout pour monter à Caluire. Voilà, donc je souscris et je soutiens ce projet. Et au-delà même des contingences qui seraient d'ordre politique quant aux positions sur la métropole, il me semble nécessaire qu'on puisse demander l'extension de ce dispositif Vélov sur notre commune et sur le plateau nord dans des dispositions plutôt structurantes. Merci. Merci. Monsieur Mejvan. Alors, je me raccroche à la discussion, mais c'est uniquement en ce qui concerne la sécurité des vélos. En ce qui concerne la partie du centre-bourg qui est entre le rond-point du chemin de Crépieux et la montée Castellane. Tous les matins, presque tous les matins, tous les habitants qui m'ont contacté, dont l'association Caluire à venir, me font part du fait que beaucoup de cyclistes, le matin, empruntent à contresens les trottoirs et au mépris des gens qui circulent, soit avec des poussettes pour les mamans, soit des personnes âgées, soit les piétons. Donc,
un certain nombre de villes en France ont mis des panneaux pour imposer le passage à pied, le vélo tenu en main. Je crois que ça serait bien de le mettre. Et c'est dans les deux sens, parce que cette portion-là devient dangereuse. J'ai tout dit. Merci, Monsieur Mégevin. Je souscris complètement à votre remarque. C'est absolument inadmissible de voir des vélos sur le trottoir. Et il y en a de plus en plus qui, à partir de l'Immaculée, qui prennent le trottoir. Et c'est dangereux, mais hyper dangereux. Un jour, il va y avoir un accident. Donc, en effet, je pense que votre remarque est tout à fait judicieuse. Mais je vais laisser Monsieur Michon répondre aux différentes interrogations. Et puis peut-être que je compléterai. Oui, plusieurs points de réponse. Monsieur Mégevin, je vous réponds tout de suite sur la partie de la rue Jean Moulin, entre en effet la montée Castellane et, enfin, plus exactement, la rue Pierre-Terrasse et le chemin de Crépieux. Aujourd'hui, ça fait partie du plan Vélo 2, hein, si vous l'avez vu. On a proposé, en effet, dans le plan Vélo 2, la possibilité d'avoir un contresens cyclable, puisque en effet, on est en zone 30 et que les vélos ont l'autorisation de circuler en contresens. Pour cela, tout cela n'est pas aujourd'hui matérialisé, mais ça fait partie du projet sur le plan Vélo 2 et la circulation sur le trottoir, que ce soit par les cyclistes ou les trottinettes, est bien évidemment interdit, je le rappelle, et il y a déjà eu des verbalisations qui ont été prononcées à ce niveau-là. Monsieur Attabayrou, je vous confirme, comme l'a dit Monsieur Matteucci, que la voie verte reste une voie mixte vélo-piéton, comme elle l'est aujourd'hui, et elle ne sera pas une voie lyonnaise. Les choses sont actées là-dessus, il n'y a pas de sujet. Concernant les stations Vélove, revenons quand même à notre sujet. Aujourd'hui, certes, nous avons 5 stations. Je rappelle que lors d'une délibération précédente, ou même d'un vœu, lors d'un conseil municipal, nous avions demandé 18 stations supplémentaires. Je les ai recitées tout à l'heure. Cela est bien évidemment resté sans réponse. Là, aujourd'hui, il y a de nouveaux Véloves qui sont arrivés. Vous les avez vus, les Véloves verts, qui sont des Véloves électriques, qui permettent d'accéder plus facilement sur les hauteurs, sur les plateaux. Hein. Donc, chez nous, on est quand même, me semble-t-il, le plateau nord concerné. Plus de 30 nouvelles stations sont installées. Suite à cela, 3 à Saint-Fond, 3 à Vaux-en-Velin, 4 à Villeurbanne, 5 à Vénissieux, 0 à Caluire-et-Cuire, 0 à Rieux-la-Pape, 0 à Satoné-Camp. D'accord ? Donc, quel est l'objectif ? Quel est l'intérêt d'aller vendre aux habitants de la métropole des vélos électriques s'ils ne peuvent pas l'utiliser pour remonter sur le plateau nord ? Voilà. Moi, je n'ai pas la réponse. En tout cas, nous, dans ce vœu, ce qu'on souhaite, c'est bien sûr, Rieux-la-Pape aussi, Satoné-Camp, c'est un vœu commun. On souhaite défendre ce qui est notre commune, on souhaite défendre la ville, la Caluire-et-Cuire, les habitants, le souhait de nouvelles implantations. Vous ne voulez pas voter le vœu, bon, bah, écoutez, dont acte, on voit que vous ne souhaitez pas de nouvelles stations Vélove sur la ville. Et vous nous faites des propositions pour la ville de Rieux-la-Pape, mais on ne va pas décider ce soir pour la ville de Rieux-la-Pape. La ville de Rieux-la-Pape nous a fait des propositions. Si vous voulez négocier avec eux d'autres choses, vous voyez avec eux ou vos collègues, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Voilà, en tout cas, le plan Vélo 2 qui vous a été présenté en conseil municipal il y a déjà quelques mois, a été présenté à la métropole de Lyon, à M. Bagnon, à d'autres. Il y a des choses qui ont été dedans actées, d'autres qui sont en cours. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est compliqué. Il n'y a plus de financement à la métropole. Donc, on nous dit il y a des reports de travaux, il y a des reports de ci, il y a des reports de là. À un moment donné, voilà, faut pas non plus vouloir faire comme pour le métro B, nous vendre du rêve et à la fin nous dire désolé les gars, il n'y a plus d'argent pour faire des pistes vélo. Donc, nous, on a fait le nécessaire. Ne dites pas que la ville de Caluire-et-Cuire ne fait rien pour le vélo. Excusez-moi, mais les aménagements qui se sont faits, notamment encore récemment, et ça a fait parler sur la route de Strasbourg, sont des aménagements quand même pour le vélo. Le plan Vélo 2, s'il ne mentionne pas le maillage fin sur les axes structurants dont parlait M. Matteucci tout à l'heure, voilà, les choses sont là. Maintenant, on est en négociation avec la métropole pour voir comment on peut avancer sur ces sujets. En tout cas, le vœu est assez clair pour dire que là, on ne demande pas 18 stations, on en demande une sur la commune.
Voilà, si on ne peut même pas avoir une station avec des vélos supplémentaires, notamment pour desservir, et vous le savez très bien, le Radian ou d'autres lieux très, très visités par les habitants ici, que sont notamment la médiathèque ou la mairie ou le CCAS. Voilà, nous, on a fait notre job, j'estime, à ce niveau-là. Merci, Monsieur Michaud. Je rappelle que ce n'est pas un vœu, c'est une délibération. Hein, c'est vraiment un acte formel de la ville de Caluire-et-Cuire et des deux autres communes. Alors, je vais commencer par mettre aux voix. Rebondir. Pardon. Je voulais quand même rebondir. Non, mais c'est qu'on soit clair. merci. Vous n'allez pas faire le coup à chaque conseil municipal, monsieur Collet. On vous a demandé d'intervenir, sur la présentation et les amendements de monsieur Michon. Et vous êtes intervenu, vous les avez commentés, vous avez présenté vos amendements. Tout le monde s'est exprimé autour de la table. Maintenant, Oui, mais monsieur je mets aux voix Michon les dit des choses amendements fausses et nous met en numéro cause. 1 et numéro 2 proposés par monsieur Michon, qui est pour l'adoption de l'amendement numéro 1. Ben, on est pour. Ça a déjà été modifié. Abstention, contre, non. Qui est pour l'amendement numéro 2? Je vous remercie pour cette unanimité. L'amendement 1 et l'amendement 2 sont adoptés et viennent donc modifier le rapport 50. Je mets maintenant aux voix les amendements déposés par M. Gilliard, qui est pour l'adoption de l'amendement numéro 3. Qui est contre? Je vous remercie. Qui est pour l'amendement numéro 4? Non, s'il vous plaît, nous, il faut qu'on réfléchisse parce qu'en fait, ça a un peu changé les choses avec l'amendement de M. Michon. Donc, il faut qu'on se concerte entre nous. Donc, on demande une courte suspension de séance. On en est au 4. Oui. Allez. Numéro 4, après le vote, qui est, donc vous étiez pour, qui est contre? Je vous remercie. Les amendements numéro 3 et 4 sont rejetés. Et donc, je mets le rapport numéro 2025-50 tel qu'amendé par les amendements numéro 1 et 2. Donc, c'est l'ensemble maintenant. Qui est pour? Contre? Et abstention? Je vous remercie. Rapport suivant, Par contre, numéro M. Michon, 51, faut pas faire le croire fort qu'on de est Montsuy, contre les stations vélo, promesse hein. de bail amphithéotique. Nous sommes pour, mais après le plan vélo 2. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le plan vélo 2 soit mis en application et qu'après, on mette les stations vélo. Donc, vous avez fait croire des choses qu'on n'a pas dit. S'il vous Je vais plaît, être clair. monsieur Gilliard. Non, j'ai pas eu la possibilité de parler, donc je voulais être clair. Voilà. Merci. Acquis par la ville en 1972, le fort de Montsuy constitue un lieu exceptionnel. En l'absence de réels besoins d'affectation à un service public, la ville a eu la volonté de valoriser ce patrimoine en formalisant une procédure d'appel à projet pour la réhabilitation et l'exploitation du site du fort de Montsuy. Elle a souhaité conclure un bail de longue durée avec pour objectif de renforcer l'attractivité du lieu, renouveler et développer l'offre en matière de services. Au vu de l'avis de la commission d'appel à projet l'équipe menée par Urban Project a été désignée lauréate. La ville a négocié un projet de promesse de bail amphithéotique sous conditions suspensives avec les sociétés Urban Project et Use comme preneurs. Il a été convenu entre les parties de consentir au preneur pour une période de 50 ans un bail amphithéotique afin qu'il réalise le programme suivant. Exploitation d'un tiers-lieu comprenant un espace de coworking, une offre de restauration, des animations socio-culturelles diversifiées et un espace événementiel pouvant accueillir des séminaires et conférences. La modification numéro 4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat, exécutoire depuis le 23 janvier 2025, prévoit la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, le STECAL, permettant la surélévation du bâtiment existant et la réalisation du programme de réhabilitation. Afin de pérenniser et sécuriser les activités qui se développeront dans le cadre de bail amphithéotique, il conviendrait de faire évoluer les destinations prévues par le STECAL. Ainsi, la ville s'engage à demander ce changement à la métropole de Lyon lors d'une prochaine évolution du plan local d'urbanisme et de l'habitat, pour permettre l'implantation d'activités correspondant aux sous-destinations bureaux, centres de congrès et d'exposition.
Les conditions suspensives figurant dans la promesse de bail sont reprises dans la délibération. D'ailleurs, vous aurez certainement remarqué que celles concernant justement le changement de PLUH définitive n'étaient pas reprises dans la liste figurant en page 2 de la délibération. Comme il vaut mieux être exhaustif au risque d'être redondant, nous allons compléter et adopter, si vous le voulez bien, la délibération avec la liste de toutes les conditions suspensives fixées dans la promesse de bail en annexe. Le versement du loyer annuel est composé d'une part fixe d'1 € par mètre carré à compter de la mise en exploitation et d'une part variable représentant 1% du chiffre d'affaires annuel des activités commerciales, due à compter de la 4e année d'exploitation. Dans le cadre de la réalisation du programme, le preneur sera tenu de réaliser à ses frais les travaux prévus par la promesse et notamment l'aménagement paysager de l'entrée du site. Le preneur mettra à disposition de la ville l'espace événementiel 12 fois par an gratuitement. Le calendrier prévisionnel du projet est détaillé dans la délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de la conclusion d'un bail emphytéotique entre la ville et les sociétés Urban Project et Use, de s'engager à demander dans le cadre de la prochaine évolution du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole une modification des destinations prévues par le STECAL, d'opter pour l'assujettissement de la redevance au régime fiscal de la TVA et d'autoriser la signature de la promesse de bail emphytéotique, du bail emphytéotique et de tous les documents s'y reportant. Il y a une demande d'intervention de M. Matteucci et M. Mechevin, si vous voulez. Merci. Cette présentation, Monsieur Tollet, c'est un beau projet pour ce tiers-lieu quand il verra le jour. Ça mènera une dynamique nouvelle sur ce quartier de Montesuie, dans la continuité en fait des nouvelles habitations et du futur cinéma qui vont bientôt également arriver. Concernant ce bail emphytéotique, j'avais une question, j'avais deux sujets finalement. C'est la question autour du tir à longue distance, puisque si j'ai bien lu, il y a une guinguette en fait. Il y a un projet de guinguette dans la partie qui serait proposé. Ça fait partie des volumes qui restent à discuter. Donc j'aurais voulu savoir. Je me pose la question du conflit d'usage. Et puis le deuxième chose, c'est dans le bail, la lecture du plan qui est annexé laisse apparaître en fait le passage du parc de stationnement qui se trouve côté nord du fort, dans la partie comme partie intégrante en fait du bail emphytéotique. Et il me semble que actuellement c'est un parking qui est très utilisé en fait par les habitants de l'immeuble dit de la Grande Barre, entre l'avenue Fleming et puis la rue Turbachou. Et donc la question c'est comment cette transition va s'opérer, puisque c'est un parking qui est très utilisé, et comment on envisage en fait d'accompagner cette évolution auprès des habitants, puisque s'il s'intègre au bail emphytéotique, on peut supposer qu'il devient un parking privatif et que par conséquent il pourrait être fermé. Et voilà, c'est partie des questions. Et donc là, on va aussi se retrouver sur une question de conflit d'usage et de comment en fait ce projet, au-delà de son aspect à la fois culturel, de son aspect social et de son aspect économique, comment en fait il peut aussi s'intégrer sans trop de confrontation avec le reste du territoire, et notamment en fait les immeubles mitoyens. Donc en tout cas, je me félicite de la réalisation de ce bail qui augure d'un projet qui n'est pas encore là, mais on espère arriver d'ici une bonne dizaine d'années. Voilà, mais je voudrais avoir quelques réponses par rapport au conflit d'usage. Merci. Merci, M. Matteucci. Vous n'êtes pas très optimiste, disant j'espère que ça sera ouvert avant. M. Mechevin. Incidente. Il y a quelque temps, nous avons eu une réunion pour voir ce qu'était le Café Dadi. Et pour se rendre depuis ce fameux parking jusqu'au Café Dadi, on constate que les lieux sont un peu délabrés. Alors je me demandais, sachant que la ville a déjà fait pas mal pour Montesuie, est-ce que ça relève de la copropriété, le fait d'améliorer la situation, ou est-ce que la ville est partie prenante ? Ok, merci. Monsieur Febvre, alors.
Merci. Je vous Pareil. autorise à prendre la parole. Merci beaucoup. Comme M. Mejvan, une toute petite remarque. Est-ce que, au regard du projet du Fort de Montsuy ou du cinéma qui sera pas loin, il peut y avoir l'intégration peut-être partagée, ou vu qu'on est sur un bail amphithéotique, une aide de la ville justement pour l'installation d'une station Vélove non loin de ces deux équipements, en sachant que une station Vélove, c'est entre 30 et 40 000 euros. Je pense que ça peut être peut-être intégré dans le bilan général de l'une des deux opérations ou partagé par les deux opérations. Voilà. Merci. Merci. Je vais tout de suite vous répondre, Monsieur Fèvre. On va faire la demande à la métropole, une nouvelle station Vélove supplémentaire dans le cadre justement de développement de ce secteur. Monsieur Mejvan, c'est vrai que là, c'est pas tout à fait c'est pas le sujet de ce rapport. Alors, il y a un mélange entre des parties privées et la voirie. En effet, la voirie, je reconnais que la voirie et les trottoirs, et même en décembre, je me suis fait une belle entorse parce qu'il y avait un beau trou juste à la sortie du carré de Montsuy. En effet, la voirie n'est pas très bien entretenue. Mais donc, en fait, il y a deux parties. Il y a les parties privées qui sont gérées par l'ASPEM et l'AVM, et puis la métropole. Pour vos deux questions, Monsieur Matteucci, d'une part, le tir longue distance est maintenu sur le site. Donc, il y aura une convention de passage, justement, par rapport à la guinguette, pour que les personnes qui utilisent le pas de tir puissent y aller. Donc, il y aura une réglementation, une organisation de l'horaire par rapport à l'utilisation du pas de tir. Pour le parking, en effet, donc c'est une obligation que nous avons de mettre en place le parking, le stationnement d'environ 1162 mètres carrés, d'une contenance sur donc la cadastre. Alors c'est une partie publique qui appartient à la ville de Caluire-et-Cuire et qui va donc être privatisée pour l'utilisation des activités du fort de Montsuy. En effet, il sera fermé puisqu'il sera à la charge de l'exploitant. C'est lui qui prendra en charge la fermeture et l'exploitation de son parking. Voilà, messieurs, ce que je peux vous dire sur ce rapport. Je vais le mettre aux voix, pardon. Qui est pour ? Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie pour cette unanimité. Le rapport suivant, le 52, dénomination d'une voie privée, impasse des Cardons. Le lotissement Le Clos du Charrois est aménagé sur un tènement situé à proximité du carrefour entre le chemin de la Combe et le chemin du Charrois, dans le quartier du Vernet. Les colotis ont attiré l'attention de la ville sur le problème d'adressage qu'ils rencontrent au quotidien. La confusion entre le nom du lotissement et le nom de la rue à proximité entraîne de nombreuses difficultés. Comme le toponyme du Charrois évoque le passé agricole du quartier du Vernet, il est proposé au conseil municipal d'attribuer le nom de l'impasse des Cardons à cette voie privée. Je crois qu'il y a M. Tarbérou qui veut intervenir. Je pense que c'est sur le nom. Eh oui, Monsieur le Premier adjoint. Nous sommes aujourd'hui donc appelés à nous prononcer sur la dénomination d'une voie. Il s'agit de nommer cette impasse l'impasse du Cardon. Cela dit, puisqu'il nous est proposé donc de rendre hommage donc à cette belle astéracée qu'est le Cardon, pourquoi ne pas en faire un emblème ? Après tout, peut-être pourrions-nous un jour rivaliser avec Rouen-en-Velin, capitale mondiale du Cardon, située non loin donc de chez nous. Il y aurait certains au champ, d'autres dans les impasses. Quoi qu'il en soit, réjouissons-nous que Caluire renoue avec un brin, avec humour et poésie, à son passé agricole, à travers donc les noms qui font écho à sa ruralité. Mais ne pourrait-on pas envisager de lui donner un nom d'un personnage illustre qui a fait Caluire ou quelqu'un qui a marqué donc notre commune ? Merci, Monsieur Tarbérou. J'imaginais que vous alliez faire une intervention dans ce sens. Alors, après l'impasse des Coquelicots, l'impasse des Cardons, je trouve que c'est sympa. Il y avait la flore sauvage. Là, c'est l'exploitation et le maraîchage.
C'est vrai que sur Caluire, peut-être plus particulièrement sur Lyon, le cardon est quand même un légume tout à fait particulier pour ceux qui sont amateurs du cardon à la moelle. Voilà, je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Alors, demande d'autorisation environnementale déposée par la société SARP en vue d'exploiter une installation de transit et regroupement de déchets dangereux à Collonges-au-Mont-d'Or, avis du conseil municipal. La société SARP a déposé auprès des services préfectoraux une demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de transit et regroupement de déchets dangereux située à Collonges-au-Mont-d'Or. Cette demande vise à poursuivre l'exploitation du site suspendu en 2022. La consultation du public a été faite par voie électronique et l'avis des conseils municipaux, des communes situées dans le périmètre de 5 km est sollicité. Vous avez pu consulter le dossier complet déposé par la société. Il présente les installations et analyse les risques pour l'environnement qu'elles représentent ainsi que les moyens de maîtrise prévus. Ce projet répond aux enjeux et réglementations sur le traitement des déchets industriels et la protection de l'environnement. Toutefois, la gestion des eaux pluviales n'est pas encore aboutie. C'est ainsi qu'il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce dossier avec la réserve sur la finalisation de la gestion des eaux pluviales du site, comme le demande la métropole de Lyon. Il y a des demandes d'intervention de M. Gilliard, M. Atrabero et M. Matteucci. Monsieur Febvre. Merci. Donc, on nous demande ici d'accorder une autorisation environnementale pour la société SARP en vue d'exploiter une installation de transit et de regroupement de déchets dangereux à Collonges-au-Mont-d'Or. Il s'agit d'une société de collecte de boue et d'eau issue du nettoyage de cuves et de séparateurs d'hydrocarbures. Il faut bien saisir que cette activité avait été suspendue en 2022 car elle n'était pas couverte par une autorisation environnementale conforme à la réglementation des ICPE, c'est-à-dire installations classées pour la protection de l'environnement. Bien que le dossier présenté affiche plusieurs garanties et mesures, plusieurs éléments d'inquiétude subsistent, inquiétudes que vous venez vous-même de formuler. Alors vous avez noté le problème de gestion d'eau pluviale, mais il y a aussi l'absence de convention de rejet avec le gestionnaire d'assainissement qui n'est pas encore abouti, l'absence de programme de surveillance des rejets. Et donc, certains aménagements prévus apparaissent incomplets ou non conformes aux exigences. Le projet ne prévoit en effet pas de solution satisfaisante pour éviter que les eaux de voirie et de lavage soient rejetées directement dans le réseau unitaire. Et malgré l'utilisation d'un débourdeur et d'un décanteur et d'un séparateur d'hydrocarbures, comme précisé dans le résumé technique, cela est très gênant, puisque cela signifie concrètement qu'en l'absence de réseau séparatif et dissocié, les eaux de pluie et les eaux usées sont mélangées et dirigées vers la station d'épuration. Or, lors d'épisodes pluvieux, les réseaux peuvent déborder, entraînant des rejets directs dans la Saône. Il y a même un schéma en page 164 qui le démontre. L'absence de ce traitement risque aussi une surcharge inutile et néfaste des stations d'épuration. Par ailleurs, le système de suivi et de surveillance des rejets n'est pas finalisé et la convention de rejet avec le service d'assainissement n'est à ce jour pas signée, comme peut le décrire la notice descriptive en page 33. Dans ces conditions, bien que le projet présente une utilité en matière de dépollution, nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable. Car comment pouvons-nous nous assurer de la mise en conformité simplement avec des réserves émises dans cette délibération? Bien que la décision finale revienne à Madame la préfète, la ville de Caluire porte, elle aussi, une part de responsabilité, tant en tant que collectivité consultée dans le cadre de cette procédure. Merci. Merci, Monsieur Febvre. Monsieur Atrabero. Monsieur donc, le premier adjoint, donc, mes chers collègues, donc, hormis donc, l'intitulé que je ne répéterai pas, notre groupe donc, s'interroge vivement sur l'opportunité d'un tel projet, particulièrement dans une zone fortement donc, urbanisée, géographiquement donc, instable, à proximité donc, aussi donc, de sites industriels, dans une vallée fortement contrainte géologiquement. La nature donc, des activités envisagées soulève donc, à la fois la question environnementale, sanitaire, sécuritaire et mérite une attention particulière. C'est pourquoi donc, nous souhaiterions que cette demande donc, fasse l'objet donc, d'une étude beaucoup plus approfondie
approfondie, incluant une vraie concertation élargie et d'une recherche de localisation alternative plus adaptée donc, à l'éloignement donc, des zones d'habitation soit sérieusement envisagée. Nous voterons contre donc, cette délibération pour l'intérêt général et l'intérêt sanitaire. Merci, Monsieur Matteucci. Je ne vais pas ajouter plus d'éléments à ce qu'ont pu dire à la fois M. Febvre et M. Attard-Berrou. Il me semble que, au vu de l'incertitude et des risques en fait, que cela fait courir sur le système des eaux, il me semble que la seule alternative que nous ayons, c'est de ne pas donner un avis favorable à cette demande parce qu'elle engendre plus de risques qu'elle ne crée de bénéfices. Donc, il me semble qu'ils pourront représenter leur dossier à partir du moment où ils auront réalisé l'ensemble des travaux nécessaires. D'autant plus qu'il est dans le passif de cette entreprise de ne pas toujours réaliser les travaux. Donc, il me semble nécessaire qu'on puisse avoir cette assurance-là. Merci. 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 Vous vouliez... Non, pas Monsieur Mégevin. Alors... Simplement déjà pour répondre sur pourquoi ça a été suspendu en 2022. En fait, c'est simplement un problème administratif. Ils n'avaient pas fait les déclarations nécessaires dans l'exploitation. Donc, il y avait déjà une exploitation qui était faite. Et en 2022, la DDT a demandé suspension d'exploitation compte tenu du fait que la demande d'autorisation environnementale n'avait pas été faite auprès de la préfecture. Alors, sur les procédures qui sont demandées, et j'entends tout à fait M. Attard-Berrou sur le fait qu'avoir peut-être plus d'éléments, là, c'est très encadré. Hein. On nous demande un positionnement à l'issue d'une enquête publique qui a été faite, hein, et on est, au même titre que cette enquête publique, on est sollicité dans le cadre de la demande de la préfecture. Alors moi, j'entends vos différentes remarques. C'est vrai que c'était une exploitation qui fonctionnait auparavant. Quand on voit les volumes qui sont la capacité du site, hein, il est de 49 tonnes. 49 tonnes, c'est deux semi-remorques hein, quand même. Enfin, on reste dans des situations très, très raisonnables. Ce sont des déchets, même nous, ville de Caluire, par exemple, quand on utilise pour la cuisine centrale, pour les bacs à dégraisseurs, on fait venir une entreprise qui vient dégraisser donc, nos bacs en cuisine centrale. Et c'est ces produits qui vont aller dans cette usine d'exploitation qui sont simplement stockés et qui repartent en fonction de la qualité du déchet qui va repartir dans les différents sites, que ce soit à Saint-Priest, j'ai les différents sites, ils repartent dans le secteur. Donc, on n'est que sur une plateforme, finalement, en attente. Le risque, il y a quand même toute une analyse sur les risques. Hein. Les risques d'accident, ils sont tout à fait minimes. Le bruit, il n'y a pas d'impact de bruit. Air et odeur, il n'y a pas, et l'impact est limité. L'impact sur la biodiversité, il n'y a pas d'impact. En effet, sur les eaux, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons une réserve sur ce rapport et sur cette décision. Mais malgré tout, je pense que malgré tout, il faut quand même que sur nos secteurs, on puisse... Alors, c'est pas en plus, c'est pas la ville de Caluire. Je suis vraiment là. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de dire, on est heureux d'accueillir ces zones de stockage, mais compte tenu de la réglementation et des obligations que vont avoir cette entreprise et qu'in fine, la préfecture va donner son accord. Si elle donne son accord, c'est qu'elle est conforme et c'est que le traitement est conforme et le stockage est conforme à toutes les normes environnementales. Moi, je maintiens cette possibilité d'émettre un avis favorable avec des prescriptions et des réserves sur la gestion des eaux. Voilà, je mets ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Le rapport suivant, réduction de capital de la Société publique locale d'efficacité énergétique SPL OSE, autorisation donnée aux représentants de la ville à l'Assemblée générale extraordinaire. Monsieur Thévenoud, je vous laisse la parole.
Oui, monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, la ville de Caluire est devenue actionnaire de la SPL d'efficacité énergétique OSE par délibération du 13 décembre 2021. Cette société nous a d'ailleurs assistés dans le projet important de rénovation du collège Lassagne et d'installation d'une école et d'autres activités là-bas. 2 collectivités actionnaires ont fait savoir qu'elles souhaitent que la SPL organise une réduction de capital afin de leur permettre de sortir du capital de la société. Il s'agit du syndicat d'énergie de la Loire et de la ville de Megève. Cela conduira à une réduction de capital à hauteur de 54 000 €. Pour ces raisons, le conseil d'administration de la SPL OSE a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin de décider cette réduction de capital par voie de rachat d'actions. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le représentant de la ville à voter en faveur de l'organisation de la réduction du capital non justifiée par des pertes par voie de rachat d'actions aux conditions et caractéristiques détaillées dans le rapport et de ne pas donner suite à la proposition de rachat d'actions. Merci, Monsieur Thévenot. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je vais mettre ce rapport aux voix, sachant que je ne prendrai pas part au vote, étant donné que je suis vice-président de cette SPL OSE. Je mets ce rapport aux voix qui est pour. Contre, abstention. Merci pour cette unanimité. Opération de logement social par Habitat Humanisme au 61 rue Pierre Brunier, participation financière de la commune. Il s'agit d'une opération foncière d'Habitat Humanisme pour l'acquisition d'un logement PLAI situé au 61 rue Pierre Brunier. Pour permettre l'équilibre financier du projet, le bailleur sollicite la ville à une participation financière arrondie à 2 433 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de cette participation financière. Monsieur Tarbérou, vous avez la parole. C'était juste un petit mot pour exprimer le soutien de notre groupe à la participation financière de ce projet porté par Habitat Humanisme, qui est voilà, une association qui est connue, reconnue de nous tous, qui va permettre la construction de ces logements. Association qui incarne une vision vraiment humaine de l'habitat, qui permet de placer la personne au cœur du sujet, l'insertion dans la vie locale, un accès digne à un logement pérenne. Et nous soutenons aujourd'hui ce projet. Merci, Madame Jehan. Monsieur Mejman. Mettez votre micro, s'il vous plaît. C'était une remarque à propos du signataire des conventions qui vont suivre. On n'en est pas là. Oui, mais je parle bien de ce qui nous est proposé et la suite. Donc, je m'étonne, du moins, je voudrais savoir comment il se fait que habituellement, c'est plutôt le maire ou son représentant, donc le premier adjoint, et que là, systématiquement, dans les documents qui vont suivre, à partir de l'opération de logement social, c'est toujours le maire Philippe Cochet. Oui, mais c'est ce qui est logique. Dans le rapport présenté, c'est le maire ou son représentant. À partir du moment où, lors de la signature du contrat, le maire est indisponible, c'est son représentant qui signe le contrat et qui se substitue au maire. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, monsieur Comtolet. Je demande pourquoi il se fait que, dans les conventions qui suivent, c'est le maire et non pas le maire ou son représentant. Là, je parle de ce rapport. On verra sur les conventions. D'accord. Merci. Je mets ce rapport aux voix. Qui est pour ? Je vous remercie. Garantie financière d'emprunt accordée à l'entreprise sociale de l'habitat CDC Habitat Social auprès de la Caisse des dépôts et consignations CDC, acquisition, amélioration de 29 logements situés 23, 25, 29 rue de l'Oratoire à Caluire-et-Cuire, le Bissardon, TR2. Ce rapport concerne une garantie qui fait suite à une première tranche votée lors du conseil municipal du 10 mars. Il s'agit d'une opération d'acquisition-amélioration située au 23, 25 et 29 rue de l'Oratoire pour 29 logements sociaux. Il est demandé au conseil municipal d'accorder la garantie
financière à CDC Habitat pour 15% du montant total des prêts, soit 677 788,20 € La métropole garantit les 85% restants. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Renouvellement des conventions entre la ville et le FCL Tennis, le FCL Hockey, le FCL Arts Martiaux. Je donne la parole à Monsieur Damien Couturier pour la présentation conjointe de ces trois rapports. Oui, merci. Donc, effectivement, il s'agit là donc, du renouvellement des conventions de mise à disposition à titre exclusif des locaux et des terrains qui sont occupés par les trois activités de tennis sur le FCL, des arts martiaux, ainsi que du hockey. Donc, nous avons effectivement là des équipes qui évoluent à des bons niveaux, à des hauts niveaux. La mise à disposition, donc, la convention donc, précise que la ville a les obligations de propriétaire donc, d'entretenir et de surveiller les équipements et à l'association qui en est bénéficiaire de faire l'entretien courant, nettoyage notamment, et à elle également de prendre en charge les fluides, eau, électricité en l'occurrence. Concernant également la mise à disposition, les clubs se voient également la gestion des badges d'accès, notamment pour le hockey, pour les arts martiaux et pour le tennis. Donc c'est une convention qui a une durée de 4 ans. Est adjointe à cette convention pour chacun des clubs une charte concernant la laïcité, une charte communale de laïcité, voilà, sur lesquelles les clubs doivent également s'engager. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver donc les termes de cette convention de mise à disposition des locaux et des terrains entre la ville et les différents clubs, d'autoriser donc le maire ou son représentant à signer donc la dite convention ainsi que tous les éventuels avenants ultérieurs et de charger le maire ou son représentant de l'exécution de la présente délibération et de signer tout acte afférent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Couturier. Il y a Monsieur Gilliat et Monsieur Attarbérou qui veulent intervenir. Intervention retirée. Merci, Monsieur Attarbérou. Oui, donc Monsieur le Premier adjoint, donc mes chers collègues, donc nous voudrions donc féliciter donc les clubs donc des FCL et plus particulièrement donc le club hockey qui est quelquefois donc un petit peu donc relégué ou laissé donc de côté, mais il y a eu une avancée donc importante donc pour son soutien, car donc ce club donc depuis plus de 100 ans participe au rayonnement donc de notre région, flirte donc avec l'excellence olympique donc à chaque Olympiade. Et nous avons donc des membres sélectionnés donc en équipe et des équipes donc sélectionnées donc en championnat de France, tout en faisant donc de ce club un élite. Pendant quelques années donc il a été donc le parent pauvre donc du FCL et je tiens donc à vous féliciter d'avoir su redonner donc une impulsion. Notre groupe donc sera bien évidemment favorable donc à cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Attarbérou. C'est vrai que c'est un site absolument exceptionnel qu'on a pu récupérer à la ville de Lyon. Et bravo, c'est vrai, à tous les clubs qui... Tu veux faire oui, je peux simplement ajouter que les clubs qui sont au FCL n'ont jamais été délaissés, comme vous pouvez le sous-entendre. Le FCL, notamment hockey, a eu également la possibilité d'obtenir l'ancienne salle Coupe Davis à disposition partagée avec le tennis, qui lui permet d'avoir un pool house qu'il n'avait pas auparavant. Donc, j'estime quand même que dans cette démarche, on les a toujours soutenus, y compris même financièrement. Voilà, donc je trouve la remarque un petit peu déplacée dans ce cadre-là. Concernant le tennis, pareil. En son temps, le tennis a eu son club house, avec un bâtiment également d'un étage. Et concernant les arts martiaux également, ils ont la totalité quasiment du site, avec une extension de terrasse de plus de 300 mètres carrés. Donc, je pense quand même que... on n'a jamais laissé ce site, comme vous pouvez le dire, à l'abandon, contrairement à la ville de Lyon, qui s'en était complètement déchargée. Donc je pense qu'aujourd'hui, la collaboration qu'on a avec l'ensemble de ces clubs est largement plébiscitée et soutenue. Petite information qui est de taille aussi, puisque vous ne le savez certainement pas, mais vous le découvrirez peut-être cet été, les chutes qui ont servi à l'installation de cette moquette bleue
qui se trouve au FCL Hockey a pu également permettre de conforter et de rendre plus agréable la descente de l'escalier de la piscine qui va sur l'herbe. Donc, quand vous quitterez la partie buvette qui est à l'étage et que vous irez sur l'herbe, vous aurez la joie de marcher sur une moquette bleue des JO. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Couturier. Et de manière beaucoup plus globale, on peut dire quand même que les installations sportives sur le territoire de Caluire sont tout à fait remarquables. Et donc voilà. Alors, toute petite. Juste, c'était pas donc le FCL donc dans son entièreté, donc des clubs, juste le hockey. D'accord. Oui, le hockey, je peux vous dire qu'avec la moquette, bien. Alors, Monsieur Vingevin, je vais répondre à votre question, puisque, en fait, annexé à ces rapports et à ces conventions, nous avons donc des conventions qui sont types et qui seront signées par la personne qui les signera quand elles seront effectives. Donc, je lis la première phrase, la ville de Caluire-et-Cuire, représentée par son maire, M. Philippe Cochet. En effet, c'est actuellement M. Philippe Cochet qui est maire de la ville de Caluire-et-Cuire. Vous pouvez voir après qu'on ne met pas le numéro de la délibération. C'est vraiment des projets. Or, et c'est vrai qu'à la fin de la convention, systématiquement, c'est marqué M. Philippe Cochet, maire. Donc, ce ne sont que des projets. On signera, et ça sera le jour venu, en fait, c'est l'institution qui va signer avec l'association. C'est pas la personne, monsieur X ou monsieur Y, qui va signer cette convention. Cette personne représente la ville, et donc on mettra le nom qu'il faut et le signataire qui signera ces conventions. Ma remarque n'était pas juridique, et bien conscience que le maire est toujours le maire. Je signale simplement que le Conseil d'État vient de publier une décision qui est importante, puisque l'élu mahorais qui était avant M. Cochet vient d'être débouté. Ce n'est pas le sujet actuellement. Je le signale. M. Cochet est toujours maire de la ville de Caluire-et-Cuire. Je vais donc mettre ces rapports aux voix. Le rapport 57 concernant le FCL Tennis, qui est pour ? Contre, abstention, je vous remercie. Le rapport 58 pour le FCL Hockey, qui est pour ? Je vous remercie. Et le rapport 59 pour les FCL Arts martiaux, qui est pour ? Je vous remercie pour cette unanimité. Mise en œuvre des chantiers éducatifs au titre de l'année 2025. Je donne la parole à Monsieur Manini. Merci Monsieur Tollet, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes heureux de lancer pour la 18e fois, en partenariat avec l'Association des Amis du Jeudi et du Dimanche, les chantiers éducatifs d'été. Ces derniers vont permettre d'accueillir 16 jeunes de 16 à 18 ans, issus de 3 quartiers en veille active de notre commune. Et il va leur permettre de participer aux activités courantes de la ville, puisqu'ils seront immergés dans les services pendant 1 semaine et 2 pour certains. Donc, à ce titre, une convention a été établie entre la ville et la Fondation AJD, afin de leur verser une subvention de 15 230 € qui correspond au coût salarial de 18 semaines de travail de 35 heures. Il est ainsi demandé ce soir au conseil municipal pour la 18e fois consécutive d'approuver les termes de la convention entre la ville et la Fondation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Manini. En effet, c'est un beau projet qui est mené depuis donc 18 années. Et donc, voilà. Malheureusement, mais bon, on en parlera peut-être après. Je crois qu'il y a Monsieur Gilliard et Monsieur Atterbérou qui veulent intervenir. C'est Monsieur Trottignon. Oui, merci, Monsieur Manini. Chers collègues, nous voterons bien sûr favorablement sur cette délibération concernant donc la mise en œuvre des chantiers éducatifs pour l'année 2025 à Caluire. Et c'est une occasion de revenir, et peut-être est-ce cela que vous vouliez évoquer, M. Tollet, à l'instant, sur la décision de supprimer les éducateurs en pied d'immeuble de l'association des AJD, Amis du Jeudi Dimanche, pour la ville de Caluire. Nous regrettons bien sûr cet arrêt, mais nous souhaitions préciser le contexte de cette décision.
Elle ne pénalise pas Caluire en particulier, mais toutes les communes, comme Fontaine-sur-Saône, qui sont concernées par le redéploiement géographique des aides de la prévention spécialisée de la métropole de Lyon. En effet, le Conseil de la métropole du 30 septembre 2024 a décidé de renforcer les actions de prévention spécialisée de la métropole dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et elle maintiendra une veille active dans les quartiers populaires métropolitains. Le résultat est que certains territoires vont avoir moins d'interventions et que d'autres vont en avoir plus. Concrètement, les AJD vont procéder à des recrutements puisque leur équipe de prévention spécialisée va s'étoffer. Il n'y a pas de diminution des moyens, mais une priorisation sur les quartiers prioritaires de la ville. D'ailleurs, d'autres collectivités comme le département du Rhône ont fait un choix qui est différent, non pas en maintenant leur budget d'intervention de prévention spécialisée, mais en le diminuant. Le département du Rhône a effectivement diminué sensiblement son budget consacré à la prévention spécialisée et donc aux éducateurs de rue. L'évolution démographique nécessitait ce redéploiement des aides sur la métropole. Il faut savoir que le cadre d'intervention datait de 1996 et il se trouve que ce redéploiement a été voté à l'unanimité donc au Conseil de la métropole du 30 septembre 2024, donc y compris avec les voix des conseillères et conseillers de la métro positive, donc y compris avec la voix de M. Cochet et y compris avec la voix de Mme Crespi qui évoquait le sujet dernièrement en conseil municipal de Caluire. Et donc, ils ont voté pour ce redéploiement et d'ailleurs sans aucune intervention de la part de la métro positive suite à la présentation du rapport. Par ailleurs, puisque nous sommes sur la question des dépenses sociales, à plusieurs reprises, vous avez mis en avant des baisses de dépenses du budget de la métropole de Lyon, comme l'accompagnement du RSA. Madame Crespi l'a évoqué, Monsieur Michon l'a évoqué également, sur la seule année 2025 par rapport à l'année 2024. Nous avons vu lors du débat d'orientation budgétaire sur Caluire toutes les difficultés à boucler un budget avec les ponctions excessives qu'exerce l'État sur les collectivités locales. Ce qui est valable pour Caluire l'est évidemment pour la métropole de Lyon. Donc vous mettez en avant des réductions de dépenses ponctuelles de la métropole sur cette année 2025, alors que, premièrement, il y a un refus de voter toute réduction de dépenses ou hausse de recettes à l'occasion du vote du budget à la métropole. Je parle toujours du groupe La Métro Positive. Et ceci sans proposer d'alternative à la hauteur des quelques 60 millions d'euros ponctionnés par l'État sur le budget de la métropole. Deuxièmement, ce faisant, vous faites preuve d'une focalisation sur le très court terme, alors qu'à moyen terme, les dépenses sociales de la métropole augmentent bien, d'à peu près 20% sur l'ensemble du mandat. On peut prendre certains domaines, plus 24% pour le handicap de 2019 à 2025, plus 41% pour la protection de l'enfance et plus 15% pour l'insertion. En effet, les dépenses d'insertion, tout comme les dépenses d'accompagnement du RSA, et donc j'y reviens, augmentent sur l'ensemble du mandat, ce qui signifie que les bénéficiaires de l'accompagnement RSA, ils sont mieux accompagnés qu'ils ne l'étaient à la fin du mandat précédent. On pourrait détailler, je suis prêt à détailler, mais je ne vais pas monopoliser non plus la parole, en parlant du budget qui a considérablement augmenté des 15 principales structures de l'insertion, plus 44% de 2019 à 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur Trottignon, Monsieur Attari, Madame Géant. Juste un petit mot non propagande pour vous remercier, Monsieur le Premier Adjoint et chers collègues. Brièvement sur ces chantiers solidaires, c'est un dispositif qui mérite effectivement toute notre attention. C'est pourquoi je tenais à dire un petit mot ce soir. C'est des expériences humaines fortes. C'est des jeunes qui sont souvent en recherche de repères, parfois en difficulté, qui vont s'investir concrètement dans des projets d'intérêt général et participer à ces chantiers pour devenir acteurs de leur territoire. C'est quelque chose qui nous est cher. Les projets vont renforcer le lien social, valoriser le vivre ensemble et contribuer aussi à changer le regard que nous portons parfois sur cette jeunesse. Nous souhaiterions avoir des détails sur les chantiers envisagés et voilà, la façon dont ils vont se dérouler, s'il vous plaît. Merci.
Merci, Madame Géin. Monsieur Manini, vous répondez sur le détail des projets, s'il vous plaît. Puis peut-être une première esquisse, Monsieur Trottignon. Ouais. Sur le détail des projets, donc l'idée c'est que ces jeunes qui sont pour la plupart un petit peu coupés avec le monde du travail ou voire même le monde tout court ne savent ni donner. J'ai discuté avec certains, on leur posait la question il est quelle heure et ils ne savent même plus donner l'heure parce qu'ils n'ont aucun cadre, ils vont se lever dans l'après-midi et ils vont vivre la nuit. De leur donner justement ce cadre-là, et je vais citer notamment les parcs et jardins parce que c'est là où ce sont les plus gros pourvoyeurs. Certains vont participer au travail dans les serres, d'autres vont participer au réensemencement de jardins. Une année, on a eu également le déménagement des centres scolaires. Quoi d'autre ? Maison de la parentalité, on les amène autour de l'encadrement de jeunes enfants. Alors, ils ne peuvent pas être dans l'encadrement parce qu'il faut avoir des diplômes spécifiques, mais on leur montre le métier. Et ce qui est beau à travers ces projets-là et le service civique communal également, c'est qu'on déclenche chez jeunes, grâce aux AJD, grâce à la mission locale, des vocations. Et j'ai pensé notamment au service petite enfance. On en a eu pas mal, je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais qui ont décidé de passer le BAFA pour encadrer des jeunes, ou alors de suivre une formation pour aller ensuite suivre dans les crèches, etc. etc. Donc on est sur un projet qui marche, et voilà un peu le détail des activités, quoi. Merci, Monsieur Manini. Monsieur Michon, vous allez répondre à... Oui, je souhaitais répondre à Monsieur Trottignon. Monsieur Trottignon, vous déplorez comme nous la fin de la prévention spécialisée sur notre commune. Vous commencez par dire que cela ne pénalisera pas Caluire en particulier, mais aussi d'autres communes. Enfin, là, on est au conseil municipal de Caluire-et-Cuire. La première chose, c'est défendre déjà notre commune. Donc ça va pénaliser Caluire-et-Cuire. Vous dites qu'il n'y a pas de diminution des moyens. Monsieur Trottignon, aujourd'hui, c'est 180 jeunes qui sont suivis sur les quartiers de Saint-Clair, des Bruyères et autres quartiers de la ville. 180 jeunes. Sur l'ensemble je de ne la vous ai pas politique coupé, métropole. Monsieur Trottignon. Non, mais c'est juste pour préciser, pas de diminution de moyens sur l'ensemble de la politique métropole. Il y a une diminution de moyens. Encore une fois, je suis là ce soir pour parler de Caluire-et-Cuire. D'accord ? Il y a d'autres endroits où on peut parler des autres communes. Aujourd'hui, je parle de Caluire-et-Cuire. 180 jeunes suivis aujourd'hui sur nos quartiers. À partir du 1er septembre, il n'y a plus de suivi personnalisé sur le terrain avec les éducateurs de rue. Ça n'est pas une baisse de moyens. Ça n'est pas une baisse de moyens. Vous nous parlez de vision à court, moyen terme. Moi, je vous parle de vision à long terme, Monsieur Trottignon. De vision à long terme. Aujourd'hui, on n'est pas quartier prioritaire de la ville. Demain, avec ce qui va se passer, peut-être deviendrons-nous quartier prioritaire de la ville. Et là, on pourra savoir et se reposer la question, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc moi, je déplore depuis le début cette décision. C'est un choix de la métropole de s'orienter sur les QPV. Bien sûr, les QPV, on apportera des réponses et il faut aller aider les populations les plus vulnérables. Mais il y a aussi d'autres quartiers, ce qui est le cas sur notre commune. Caluire-et-Cuire a des quartiers, et vous le savez très bien, qui sont avec des populations plus vulnérables, qui ont besoin d'accompagnement. Il ne faut pas les délaisser. Et les QPV, oui, mais pas uniquement QPV. Avec la métropole aujourd'hui, vous voyez bien que la priorité, c'est QPV, QPV, QPV. Très bien, c'est comme sur les stations Vélove, on va les mettre en particulier sur les QPV dans le sud de la métropole de Lyon. Voilà, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Et sur le RSA, vous irez expliquer ça également aux autres communes qui ont perdu une subvention assez importante. Caluire-et-Cuire a une baisse de subvention. Ce n'est pas la ville qui est le plus perdante, mais il y a d'autres communes qui ont des baisses de subventions sur le suivi RSA importantes et qui se demandent comment elles arriveront à poursuivre le suivi des bénéficiaires RSA parce que ce sont des salariés travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner. S'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de travailleurs sociaux. Vous irez leur expliquer. Vous irez leur expliquer. Aujourd'hui, c'est facile de tenir ce discours. Moi, je vous dis, demain, la vision à long terme, on verra les résultats. Merci, Monsieur Michon. Non, s'il vous plaît. Moi, je remarque simplement, Monsieur Trottignon, que une fois de plus, vous défendez la métropole. Je vous rappelle simplement que vous êtes élu d'un territoire qui s'appelle la ville de Caluire-et-Cuire. Et en effet, donc, on va perdre nos éducateurs de rue. Moi, je suis scandalisé par cette décision. Mais scandalisé. Pourquoi ? Parce que ce travail qui était fait au pied d'immeubles, il ne sera plus fait. Donc, comme le disait M. Michon, ces 180 jeunes qui vont être voués
a plus aucun encadrement. Alors vous parlez de veille active. Mais vous savez, vous connaissez le travail de ces éducateurs qui sont en bas d'immeuble. C'est un travail de long terme. C'est pas, tiens, je vais l'appeler parce qu'il y a Monsieur X qui est un peu en difficulté. Non, c'est un travail de tous les jours au pied d'immeuble. Et là, on va les laisser. C'est une véritable bombe sociale que vous êtes en train de mettre en place via la métropole. Et je l'ai déjà dit vos amis l'ont au voté, vice-président. Monsieur Tollet. Et je l'ai dit. Vos Je n'ai pas vos amis de voté la cette loi. métropositive ont voté Et moi, sur le j'irai déploiement. même plus loin. Je suis président de la Alors, mission locale accordez-vous avec vos Plateau-Nord, amis Val-de-Saône. de- S'il du vous plaît, groupe de la monsieur métropositive. Trottignon, je veux parler. Voilà. Bah oui, Je suis vous me mettez président en cause, de la Monsieur Tollet, mission je vous réponds. locale Plateau-Nord, Val-de-Saône. On suit sur cette mission locale plus de 2200 jeunes par an. Et donc là, nous, notre mission, c'est pas d'aller chercher les jeunes. Normalement, c'est les jeunes qui viennent. Mais quand ils en sont à ce niveau-là, quand ils ont besoin d'éducateurs de rue, c'est qu'ils sont même pas capables d'aller de leur logement jusqu'à la mission locale. Et là, vous allez les laisser, finalement, dans la nature. Mais vous faites une véritable bombe sociale. Vous vous rendez pas compte. Alors, et vous avez je voudrais tort. intervenir Mais, Je voudrais intervenir mais après, vous monsieur arrêtez. Non, je voudrais Vous arrêtez. intervenir après. Vous avez tort. Après vous. Vous avez tort sur les moyens qui sont mis en œuvre. Il y avait 9 éducateurs sur le plateau Nord. On n'en a plus que 7. Il n'y en a plus que 7 et ils sont tous sur Rieux. Tous sur Rieux qui sont mis. Et vous allez me dire que finalement, non, il y a toujours les mêmes moyens. Mais c'est faux. Et vous racontez que des mensonges. Voilà. Mais moi, je suis désolé parce que là, je sors de mes gonds. Mais parce que c'est, et je le répète, c'est une véritable bombe sociale que vous êtes en train de mettre en place. Alors c'est vrai, c'est que sur les quartiers politiques de la ville, les QPV. Mais il n'y a pas que les QPV. Il y a des quartiers qui sont en grande difficulté dans des villes tout à fait normales, et comme la ville de Caluire, comme la ville de Fontaine, comme la ville de Neuville, qui n'ont plus non plus et qui avaient déjà, la ville de Neuville avait un QPV, comme par hasard, ça y est, il n'y a plus de QPV. Donc sur notre territoire, on n'a plus de QPV, hormis Rieux. Et donc là, vraiment, si vous pouvez faire monter mon coup de gueule auprès des élus de la métropole, ça serait une bonne chose. Mais là, voilà. S'il vous plaît, faites monter ce coup de gueule auprès de vos amis de la métropositive, Philippe Cochet. Madame Crespi, qui ont voté sur le déploiement. C'est vous qui êtes aux manettes, et c'est vous qui faites des coupes sociales. C'est pas nous, c'est pas les amis de la métropole positive qui font des coupes sociales. C'est vous qui les faites. Aucune intervention Donc pour le maintenant, regretter. on arrête, aucune et maintenant, intervention. je vais passer au vote. Attendez, moi j'ai une proposition à faire pour Caluire. Je mets ce rapport en J'ai une voie. proposition à faire pour Caluire. J'ai une proposition à faire pour Caluire. Interruption. Abstention. Nous demandons une interruption. Je vous remercie. Monsieur Schiapara, je vous donne la parole pour la convention unique relative au dispositif de services d'accueil et d'information des demandeurs et de gestion partagée de la demande de logement social et des attributions 2025-2031. Merci, Monsieur Tollet. La métropole de Lyon souhaite renouveler la convention unique d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, PPGID, relative au service d'accueil et d'information des demandeurs et de gestion partagée de la demande de logement social et des attributions. La convention sera signée entre les différents partenaires du logement social. Elle acte la labellisation des lieux d'accueil et d'information. Par ailleurs, elle décline les orientations visant à satisfaire le droit à l'information des demandeurs de logement social. Elle définit également les outils qui sont mis à disposition des membres signataires et leurs conditions d'utilisation. Le projet de convention qui vous a été adressé présente la structuration du service d'accueil et d'information des demandeurs, le SAID, ses modalités de fonctionnement et la labellisation des guichets de type 1, 2, 3. Il a ainsi demandé ce soir au conseil municipal d'approuver les termes de la convention unique, d'autoriser sa signature. Je vous remercie, Monsieur Schiapara. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Contre, abstention. Merci pour cette unanimité. Le rapport suivant, 62, fixation des tarifs 2026 pour la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE. La taxe locale sur la publicité extérieure a été instaurée en 2008. Elle s'applique aux supports publicitaires fixes, visibles des voies publiques et concerne toutes les entreprises. En vigueur depuis le 1er janvier 2009, les tarifs de cette taxe augmentent chaque année selon l'indice des prix à la consommation.
Pour 2026, il est proposé de maintenir les tarifs appliqués en 2025. Ils seront alors en deçà des tarifs de référence fixés par le Code des impositions sur les biens et les services. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Autorisation de mise en vente de biens mobiliers. Monsieur Thévenoud, vous avez la parole. Monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, soucieuse de favoriser le réemploi des biens mobiliers réformés dont les services n'ont plus d'utilité, la ville de Caluire-et-Cuire a signé un contrat avec la plateforme de vente aux enchères publiques Agorastore. Le maire peut, par délégation du conseil municipal, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Toutefois, dans l'hypothèse où la vente aux enchères dépasserait ce montant, la cession doit être autorisée par le conseil municipal. Il est proposé la vente aux enchères des matériels figurant dans le rapport qui vous a été remis, notamment 3 véhicules et une chambre froide. En cas d'absence d'enchères valides, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale, puis de 50%. Mais on espère quand même pas les brader. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la vente de ces biens mobiliers. Merci, monsieur Thévenoud. Monsieur Attard-Berroux, vous retirez votre demande. Donc, il n'y a pas d'autre demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Service numérique à l'usager, approbation de la convention cadre entre la ville de Caluire-et-Cuire et la métropole. Je vous donne la parole, monsieur Protéry. Merci, monsieur Tollet. Mes chers collègues, le guichet numérique métropolitain est développé et proposé par la métropole aux communes depuis 2016. Après un temps d'observation, la ville de Caluire a adhéré en 2021 et se félicite de ce choix. Le portail propose une base de démarches administratives et de services. Il est souple et adaptable par les communes qui peuvent développer un nombre illimité de téléservices. Ce qui est le cas de la ville, avec déjà plus de 80 téléservices développés et proposés aux Caluirards. La ville utilise également un espace numérique pour les élèves de l'élémentaire qui assure le lien entre les élèves, les parents, les enseignants, comme cela se pratique dans les collèges. La ville et les Caluirards se sont bien appropriés le portail. Il est évolutif et présente un potentiel de développement pour l'avenir. Il fonctionne bien. Il est donc proposé de renouveler la convention entre la ville et la métropole pour les 6 ans à venir. Un agent municipal travaille à temps plein sur le développement du portail. Le coût d'adhésion est de 300 € pour la classe.com et 5 000 € pour tout de go, respectivement assortis d'une contribution à l'habitant de 6 centimes pour l'un et 20 centimes pour l'autre. L'augmentation de coût est très mineure depuis l'adhésion initiale de 2021. Il est ainsi demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser sa signature. Merci, monsieur Protéry. Il y a monsieur Gilliard qui a demandé une intervention. C'est Oui. monsieur Trottignon. Alors, on se réjouit donc de cette convention. Merci, monsieur Protéry, de nous l'avoir décrit. À chaque fois qu'une convention et des rapports et des échanges loyaux, constructifs et harmonieux se passent entre la ville de Caluire-et-Cuire et la métropole, nous mettons l'accent sur le bénéfice que ça apporte. Et donc, nous voterons pour cette délibération. Comme nous votons pour, ça n'a peut-être pas été enregistré dans la confusion, la délibération concernant les chantiers des AJD, bien entendu. Donc, notre groupe vote pour. Et la proposition que je voulais vous faire par rapport aux AJD, la ville de Belleville, qui fait partie du département du Rhône, a décidé de reprendre à son compte les dépenses pour les éducateurs de rue, sachant que le département du Rhône, dont on sait qu'elle n'a pas une majorité ni écologiste, ni de gauche, ni les deux, a diminué. Rappelez-moi la compétence de l'insertion, elle est à qui? Alors, elle est à qui? J'ai pas terminé. À la métropole. Non, mais on a non, mais ça vous pouvez le vérifier. On a terminé ce dossier. Vous pouvez le donc, vérifier. là, maintenant, revenez sur le dossier. Et donc, est-ce qu'il serait envisageable Autrement, que je vais Caluire reprenne je vais vous couper le le budget micro. des éducateurs de rue donc, pour maintenant, ne pas avoir d'arrêt à partir de la fin août? C'est une proposition. Vous revenez sur le service numérique. C'est une question qu'on vous pose. Je vous remercie. Donc, il n'y a pas d'autre rapport, il n'y a pas d'autre intervention. Je mets ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Madame Ménan, mise en œuvre de revalorisation des professionnels de la petite enfance en vue de versement du bonus attractivité par la caisse d'allocation familiale. Merci, monsieur Tollet. Le bonus attractivité est un mécanisme mis en place par la Caisse nationale d'allocation familiale qui favorise la revalorisation durable des salaires des agents des crèches.
Le dispositif implique une revalorisation pérenne du régime indemnitaire des agents d'au moins 100 € net mensuels et améliore l'attractivité des métiers. Cela permet également de répondre à la pénurie de personnel dans le domaine de la petite enfance. Les agents concernés sont les agents titulaires et contractuels déjà en poste ou recrutés dans les crèches municipales, comprenant les professionnels de la petite enfance et la direction. En contrepartie de la revalorisation du régime indemnitaire des agents, la Caisse d'allocation familiale attribue à la collectivité un bonus attractivité de 475 € par place et par an, ce qui correspond à 66% de la revalorisation. Il est ainsi demandé ce soir au Conseil municipal d'autoriser la mise en œuvre de ce dispositif à compter du 1er juillet 2025. Merci Madame Ménan. Monsieur Attarbérou, vous retirez la... D'accord, ok. Merci pour cette présentation. On peut encore que remercier une fois de plus la CAF, parce que voilà, c'est un vrai soutien dans l'accompagnement de nos petits et de nos jeunes. Et j'espère que les chantiers jeunes susciteront beaucoup de vocations. Merci. Je mets ce rapport au voie qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Révision du régime indemnitaire applicable aux agents de la ville de Caluire-et-Cuire. 3 évolutions du régime indemnitaire sont proposées. D'abord, la suppression de l'article 9 de la délibération de 2022 afin de mettre le cadre réglementaire en conformité avec la pratique réellement appliquée. Ensuite, l'intégration de la mesure nationale relative au maintien du régime indemnitaire en cas de congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025. Ce maintien est limité à 90% contre 100% précédemment. Et enfin, la fusion des cadres existants de la délibération relative au régime indemnitaire de la ville adoptée en 2022 et celle concernant le régime de la police municipale adoptée en décembre dernier sont regroupées dans un texte unique afin de renforcer la lisibilité et l'harmonisation de l'ensemble du dispositif. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Révision des modalités de gestion des astreintes municipales. Il s'agit de la modification du régime des astreintes du personnel à la restauration municipale ainsi qu'au parc et jardin. Cette actualisation tient compte des évolutions organisationnelles et des besoins de continuité de service. Elle a reçu l'avis favorable du comité social territorial le 20 juin. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Et enfin, le comité socio-culturel du personnel municipal est une association de 1901 créée en 1981. Elle mène depuis cette date une politique dynamique en faveur des agents de la ville et du CCAS. Suite au départ à la retraite de son président, les objectifs partagés ont été rediscutés avec la nouvelle présidente. La convention d'objectifs est ainsi renouvelée pour 4 ans. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie pour cette unanimité. Donc, nous avons fini les rapports. Donc, nous avons une question orale. Donc, conformément à l'article 2121-19 du CGTP et à l'article 9.2 de notre règlement intérieur, M. Gilliard a déposé une question orale. Je vous laisse la formuler. Vous avez la parole, M. Gilliard. Oui, je vous remercie. Comme on finit plus tôt que d'habitude, je prends le temps de correctement formuler la question. Alors, comme expliqué, nous souhaitons que la mise en sécurité des cyclistes soit faite avant l'implantation des stations Vélov'. Cela est bien plus efficace pour développer la pratique cyclable. Avec cette question orale, nous souhaitons être mis au courant du projet Caluire Ville 30. Voilà. Donc, notre question repart sur le vœu Caluire Mobilité dessiner la ville apaisée de demain, qui a été voté le 17 octobre 2020 pour généraliser la limite à 30 km/h sur la majorité du périmètre urbain. Bon, c'est un vœu qui est une initiative que finalement nous n'avons pas voté suite au 3e amendement. Le 3e amendement, c'était afin de dessiner au mieux la ville apaisée de Caluire. Nous appelons de nos vœux les élus de Caluire et Cuire que les élus réitèrent leur demande au président de la métropole et de l'AOMT d'engager sans délai les études nécessaires à la prolongation du métro B jusqu'au plateau nord. Le résultat de la concertation métro avait mis en évidence qu'étant donné les coûts des projets
qu'aucune des 4 lignes de métro n'était réalisable étant donné les coûts. La réalisation d'une seule ligne parmi les 4 aurait mobilisé la totalité ou au-delà du budget disponible pour les 2 prochains mandats. Il est préférable de répondre aux besoins de l'ensemble des territoires plutôt que de concevoir un métro pour un seul d'entre eux. Pour le plateau nord, la métropole étudiait une alternative plus réaliste. Vous pouvez maintenant être satisfait puisque le Citral Mobilité, dans son plan de mobilité, prévoit pour 2040 une ligne structurante de transport lourd partiellement intégrée entre La Part-Dieu et Rieux. Cette ligne aura la capacité de transporter les habitants du plateau nord. Presque 3 ans après et 2 ans après notre même question orale au conseil municipal, nous souhaitons savoir où en est la mise en application de ce vœu voté au conseil municipal du 17 octobre, et notamment la ville 30. Nous parlons de ville 30. Le concept de ville 30 est bien présent dans notre vœu dans sa version définitive du 17 octobre. Ville 30, vivre à vivre, c'est ce qui est noté dans le vœu. Caluire et Caluire auront tout à gagner, à donner une suite logique aux réalisations de Caluire ville prudente. Or, sur le nouveau plan vélo, nous ne voyons que quelques tronçons de voirie qui seront limités à 30. Qu'en est-il des autres voies ? Et je pense que si nous n'avons pas de réponse à cette question, ça expliquera notre abstention sur le vote sur les stations vélo. Puisque, en fait, vous souhaitez des stations vélo, mais pas vraiment de sécuriser les itinéraires cyclables. Voilà. Merci, Monsieur Gilliard. Donc, en effet, le territoire de la ville de Caluire-et-Cuire n'est pas couvert dans sa totalité par une zone 30, mais il représente de manière très localisée des zones 30 ou des zones où la vitesse est limitée à 30 km/h. Depuis de nombreuses années, la ville dispose devant ses groupes scolaires de zones où la vitesse est limitée à 30 km/h. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme de sécurisation des apports des écoles. Ainsi, il existe devant l'ensemble des groupes scolaires de Caluire-et-Cuire un aménagement de sécurité avec cette limitation à 30. Ces dispositifs sont accompagnés d'une signalétique particulière que l'on retrouve devant les écoles avec le crayon et la barrière jaune. Cet ensemble permet d'attirer l'attention de l'automobiliste et de favoriser la réduction de vitesse. Par ailleurs, dans les faits, on observe que la mise en place de zones 30 sans aménagement de voirie, avec des plateaux traversants notamment, n'a que peu d'effet sur la vitesse effective des automobilistes. Il apparaît donc contre-productif de mettre en place ce type de zones si elles ne sont pas accompagnées par des aménagements. Et ces aménagements sont lourds financièrement, et les crédits alloués par la métropole suffisent à peine à entretenir un patrimoine de voirie vieillissant. Toutefois, chaque année, la ville sélectionne des aménagements qui limitent la vitesse pratiquée et qui favorisent les modes doux. Dans le cadre de nouveaux projets, la notion de réduction des vitesses est toujours prise en compte. C'est le cas notamment sur l'aménagement qui doit être réalisé sur la route de Strasbourg au niveau de la place du Vieux-Crépieux, un plateau traversant, ainsi que celui de la rue Pasteur en face de l'île Ouest dans le programme Montsû-Pasteur. Il existe d'autres exemples de réalisation comme le chemin de Crépieux devant l'école Jean Moulin, l'avenue Général de Gaulle devant le square Lassagne. Toutefois, la métropole n'est pas toujours dans l'accompagnement de ces aménagements. C'est le cas notamment sur l'avenue Général de Gaulle où, dans le cadre du projet du corridor bus, la ville avait formulé le souhait d'avoir un aménagement avec des plateaux permettant de ralentir les vitesses et la métropole n'a pas souhaité accéder à cette demande. Dans le cadre du plan vélo, la ville souhaite que les aménagements réalisés soient les plus sécuritaires possibles pour les cyclistes, en respectant les contraintes de voirie existantes. La limitation de vitesse à 30 km/h fait partie de ces mesures qui peuvent être mises en place. Concernant les axes secondaires, en reprenant les comptages de vitesse réalisés sur la décennie passée, il apparaît que la vitesse moyenne sur les axes de desserte locale et de desserte de quartier avoisine les 30 km/h. L'étroitesse des voies, l'organisation du stationnement, les aménagements divers, plateaux, ronds-points, carrefours, ont permis de réduire la vitesse sans contrainte et naturellement. Donc il est difficile de pratiquer ce même principe sur les grands axes de transit, particulièrement utilisés par les transports en commun, les services de secours. Ponctuellement, certains aménagements sont réalisés devant le square Lassagne, au droit de la place de Crépieux, et ils permettent d'atténuer ponctuellement la vitesse. Par contre, ces mêmes comptages de vitesse montrent que la vitesse moyenne sur ces grands axes est malgré tout proche des 50%.
Voilà, Monsieur Gilliard, la réponse que je pouvais vous donner. C'est le dernier point du jour, à l'ordre du jour. Avant de lever la séance, je vous donne rendez-vous le 13 et 14 juillet pour la célébration de la fête nationale, l'apéritif républicain et le feu d'artifice et les commémorations. La séance est levée. Merci et bonne soirée à tous. Merci bien.